Bienvenue à La Poche Gastrique. 2 médecins, une même passion. Accompagner les personnes qui envisagent ou vivent avec une chirurgie bariatrique. Ici, on parle de science, de santé, de réalité humaine. Avant, pendant et longtemps après l'opération. J'en profite pour remercier nos invités de la saison numéro 1. J'en profite aussi pour remercier nos futurs invités numéro 2 qui vont participer. Et surtout, il faut absolument remercier notre principal commanditaire, Johnson & Johnson MedTech. Bienvenue à La Poche Gastrique. Salut Alex! Salut Pierre. T'as passé un bel été? Ouais, toi? Hey, papé, écoute, il a fait beau, fait qu'on va en profiter, hein? C'est correct, ça. Hey, j'ai entendu dire que notre dernier podcast, je pense que ça l'a battu des records. À chaque fois, je suis surpris, honnêtement. Ouais. 12e épisode, merci Johanna d'être là. Merci à tout le monde d'avoir liké, partagé. Sur Facebook, j'ai vu 18 partages, plus que 38 500 vues juste sur Facebook. Wow. Je suis vraiment impressionné. Merci beaucoup. Puis continuez de partager. C'est excellent. Une pertinence. Puis comme on dit toujours, on répond pas aux questions sur Facebook, mais dans les derniers podcasts, il y a des choses qui ont apparu qu'il faudrait qu'on réponde? C'était plus des suggestions de sujets de discussion à plus long terme plutôt que des questions précises comme ça que je pourrais répondre en début d'entrevue, mais je t'en parlerai. Ça fait partie des choses que je note pour des sujets à venir. Qu'on pourrait se faire un petit wrap-up de tout ça après ça. OK, excellent. Écoute, Alex, aujourd'hui, moi, je suis super excité parce que je vais te dire ça de même. Il était comme minuit moins 5, pas mal, pour notre invité d'aujourd'hui. Parce que dans pas grand temps, elle va nous quitter. Alors, ça me fait grand plaisir, Julie, de t'accueillir. Merci. Et comme on fait avec tous les invités, je te laisse l'opportunité de te présenter pour ne pas faire d'erreur. Parce qu'en généralement, on accueille des gens avec des CV tellement longs qu'on risque de se perdre. Alors, je te laisse commencer. Ben, en fait, je suis une pédiatre qui a débuté l'approche en 80 au Québec il y a une quinzaine d'années, qui est une approche multiprofessionnelle pour soutenir les jeunes et leurs familles qui vivent avec l'obésité. Okay. Je suis aussi chercheur, professeur à McGill pour quelques semaines encore. Je suis aussi la directrice du programme de fellowship en médecine bariatrique à l'Université McGill, qui est un combiné, en fait, pour des spécialistes qui veulent avoir une vision globale là, de la prise en charge de l'enfance jusqu'à la gériatrie. Ah oui, fait que même dans le rôle de pédiatre, dans le programme, c'est un programme vraiment mais multi, pas juste pédiatrique. Oui, notre candidate de cette année, elle était interniste et elle s'est attardée à la transition entre le jeune adolescent qui devient un jeune adulte avec des maladies rares comme le Bardet-Biedl. Donc, ça a été son sujet. Puis, on a un interniste qui vient d'un autre pays l'année prochaine. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'ils peuvent vraiment aider à développer la thématique de la prise en charge de l'obésité. Puis, qu'est-ce qui t'a amené, parce que nécessairement, on part du début, on est pédiatre. Oui. L'obésité en bas âge. Ouais. Il y a 15 ans, là. Il y a 15 ans, toi, tu étais bizarre à faire de la chirurgie bariatrique. Il y a 15 ans, là. C'est ça, oui. Encore plus tu faisais de la médecine métabolique il y a 15 ans. Mais qu'est-ce qui a allumé la flamme, le dire, parce qu'on est pédiatre? Parce que... En fait, c'est que je devais être un vrai docteur. Là. On va aller dans le mythe, là, puis les stéréotypes. Là. Donc, je devais être un vrai docteur. Je devais faire de la médecine interne, cardiologie. Pédiatrique. Puis, non, aller en adulte. Puis, dernière minute, j'étais maman. Moi, pendant ma formation médicale, j'avais déjà 2 de mes garçons qui étaient en bas de 10 ans. Puis je trouvais que les jeunes y apportaient vraiment des changements dans les familles. Puis là, je faisais mes stages. Puis j'avais mes monsieur, mes madames coronariens qui sortaient de l'unité. Puis un mois après, qui recommençaient à fumer, qui arrêtaient leurs médicaments. Puis les jeunes, quand tu dis qu'il y a une maladie, qu'il se passe quelque chose, c'est comme si le monde s'arrête autour de la famille. Puis là, les gens, des choses qu'ils n'auraient jamais fait pour soi-même, ils ont envie de le faire pour leur enfant. Fait que ça a été le déclic pour choisir la pédiatrie à la dernière minute, là, parce que j'étais déjà... la voie était tracée, puis je devais faire de la recherche en médecine adulte aussi. Puis une fois rentré en pédiatrie, qu'est-ce qui fait qu'on s'est intéressé
ou problème d'obésité? Bien, l'obésité, ça a toujours été, je dirais que moi, ma mère a souffert de la maladie pendant tellement longtemps. Le plus loin que je me souviens, enfant, ma mère, elle pleurait. Elle allait voir des gourous à gauche puis à droite. Puis elle disait, là, je veux me faire maigrir, puis je veux me faire maigrir. Puis c'en était, là, tu sais, comme petite fille de 7-8 ans, ce que je me souviens, c'est que ça me faisait tellement de peine de la voir souffrante de ça. Puis ça marchait jamais. Des jeûnes, toutes sortes d'affaires de fous. Puis très rapidement, je voulais trouver la molécule ou la pilule miracle. La pilule miracle, oui, effectivement, ou le gène spécial qui allait nous permettre de sauver les gens de cette souffrance-là. Tu sais, j'avais un côté empathique quand même très, très fort. Fait que ça, pour moi, là, c'était inconcevable de voir des mamans ou des papas pleurer comme ça parce qu'ils étaient malades. Puis elle a fait un infarctus, en fait, à l'âge de 40 ans. Puis 6 mois plus tard, mon papa. Donc, il y avait aussi peut-être quelque part le désir de ne pas crever à 40 ans. Donc, c'est ça. Fait que ça m'a amené à avoir un intérêt aller dans ce domaine-là. OK. Mais si on remonte justement à 15 ans, comme Alex disait, comme moi, je faisais, ça fait comme 29 ans, je fais de la chirurgie bariatrique, mais ça l'a toujours cogné à la porte, dans le sens qu'il y a toujours eu des patients qui étaient prêts à se faire opérer. C'est devenu mieux organisé, mieux structuré, mais il y avait toujours quelqu'un qui cognait à la porte. Comment ça a commencé en pédiatrie? En pédiatrie, c'est parti de rien, là, je dirais, parce que quand moi, j'ai commencé à pratiquer, il y avait pas vraiment de programme, même à l'international. Moi, j'étais très impliquée. J'étais la première femme canadienne à siéger à l'American Heart Association sur le conseil de prévention et de prise en charge de l'obésité. Puis c'était même pas accepté que c'était dans les facteurs de risque cardiovasculaire chez les gens qui étaient en situation d'obésité sévère chez les adolescents. Fait qu'il y avait tout un combat. Il y avait un combat de faire reconnaître que c'était même plus qu'un facteur de risque de maladie cardiovasculaire, que c'était une maladie en soi, mais aussi de développer des soins. Donc, je suis partie avec des fonds de tiroir à gauche puis à droite, rassembler des gens. Sur ce comité-là, je me suis retrouvée à travailler pour Michelle Obama, que je n'ai jamais rencontré, mais qui nous a demandé de revoir le Let's Move, le programme qu'elle avait fait aux États-Unis. Ça nous remet 2008-2009. Et je me suis dit, on n'est pas plus con que les Américains. On va essayer de faire un projet pilote à Saguenay, avec des gens qui ont permis qu'on puisse commencer ça. Okay. Puis on voyait que il y avait des bons résultats. Puis pourquoi Saguenay versus Montréal? En fait, j'ai commencé ma pratique là-bas. J'ai été une dizaine d'années là-bas avec la faculté de Sherbrooke. Donc, on a développé le programme là-bas, à Chicoutimi, de l'approche 180. Je ne savais pas ça. Oui, puis c'était dans le planning qu'un jour, on se retrouve à Québec, à Montréal, puis dans d'autres régions du Québec. Mais c'est venu pour des raisons familiales. Non, mais c'est intéressant. Dans le fond, ce que tu fais aujourd'hui, tu l'as commencé à Chicoutimi, au Saguenay, dans le temps. Puis le leadership venait de toi, là, dans le fond. Définitivement. Puis c'était vraiment avec des amis qui avaient décidé à l'époque de m'aider, des gens qui étaient en affaires. Puis on a commencé T'as vraiment débroussaillé le portrait. Ah oui, on a fait des soirées de Kiwanis. Les 200 Kiwanis du Saguenay-Lac-Saint-Jean étaient derrière nous. Ils ont ramassé des centaines de milliers de dollars pour qu'on puisse commencer à avoir une clinique multiprofessionnelle. Comment tu as vendu ça? Bien, comme la santé, c'est l'avenir, tu sais, c'est l'avenir d'une société. Puis si les enfants ne sont pas en santé... C'est l'approche que tu faisais envers les enfants, parce qu'on va en reparler justement de l'approche 180. Est-ce que tu pourrais juste... Nous, on l'a déjà entendu parler, mais pour le besoin de nos auditeurs, c'est juste expliquer un peu c'est quoi l'approche 180. Bien, l'approche 180, c'est rien de sorcier. En fait, c'est vraiment une approche à 180 degrés, partir du curatif, aller vers la prévention. Puis, c'est une prise en charge parce qu'on peut faire de la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Fait qu'en obésité, ça fait partie de notre dada. Donc, on a vraiment développé l'interaction multiprofessionnelle, vraiment d'avoir en entrevue motivationnelle
3, 4 intervenants, des fois psychologues, des fois kinésio, des fois nutritionniste, des fois le médecin, puis vraiment d'aller chercher 1 ou 2 objectifs que le jeune est capable de changer graduellement dans son parcours avec l'aide de sa famille. Fait que ça l'impose de connaître les déterminants sociaux, savoir dans quel milieu il vit, y a-t-il une épicerie proche, y a-t-il les moyens de s'en acheter, y a-t-il une place pour aller faire de l'activité physique, y a-t-il un bicycle, tu sais, il y a des enfants qui n'ont pas de bicycle. Fait que t'impliques les familles d'emblée, là. D'emblée, c'est de l'éducation motivationnelle, puis c'est 25 heures par année. Puis quand on a commencé ça en 2011-2012, officiellement à l'hôpital de Chicoutimi, dans la clinique externe, ça a été juste en comme 2017 avant que ça soit reconnu à l'international. Mais nous, on le faisait déjà. 2013, on présentait nos premiers papiers à l'international là-dessus, dire ça marche, gang. Il faut travailler ensemble. Fait que vous mesurez, vous avez des barèmes de mesure pour voir les résultats. Puis... Oui. Okay. Initialement anthropométrique. Avec le temps, on a été un petit peu plus focusé sur les habitudes de vie, puis dire le bien-être de la personne, sa santé mentale, comment est-ce qu'il se sent, moins vers les kilos, plus vers les effets bénéfiques. On en parle tout le temps. Hein? On ne peut pas dire tout le temps, bouge plus, mange moins, mais en même temps, il faut l'intégrer de façon tellement sensible dans la réalité de chacun, de façon individuelle. Je trouve qu'en pédiatrie, je veux dire, tu l'as dit tantôt, il y a tellement d'impact, puis il y a peut-être un aspect motivationnel qui est peut-être plus facile à aller chercher à cause que c'est le traitement des enfants. J'allais poser la question. Tu sais, nous autres, si on voulait lever, exemple, faire une activité de fondation, on s'entend que je suis pas sûr qu'on aurait une levée de fonds extraordinaire. Okay? Mes collègues ont tout le temps ri de moi, Pierre, OK? Parce qu'ils me disaient tout le temps, toi, tes patients, ils font pas pitié. Contrairement aux miens en chimiothérapie qui perdent leurs cheveux. Ouais. Puis c'est plate, mais c'est la perception. Je trouve que ça illustre tellement bien à quel point la grossophobie est rendue sociétale. Puis c'est encore vrai aujourd'hui. Là. Hein? Mais ça, je suis fasciné de l'entendre parce que, honnêtement, j'aurais cru que tu aurais eu beaucoup plus de difficultés à lancer ton projet. Ce que j'étais surpris, c'est que d'entendre dire, on a commencé ça au Saguenay, on est arrivé, on a fait une activité de financement, puis des centaines de milliers de dollars, bang, arrivent parce que des gens se sont impliqués. Non, mais j'avais des chums J'avais des chums avocats, puis des chums en affaires qui étaient pas mal persuasifs. Mais, tu sais, ça demandait beaucoup, tu sais, pour un médecin, un professeur, tu sais, beaucoup d'humilité de débarquer dans des soirées où est-ce qu'il y avait très peu de filles, puis, tu sais, de monter sur le stage, puis d'avoir 1 heure pour convaincre les gens de donner dans la salle, puis... souvent, je me suis rendu compte que l'intérêt était tellement important. C'était des pères de famille, c'était des grands-pères. Puis je le dis, là, c'était plus des gars que des filles. C'était la réalité. Puis souvent, ça durait 3 puis 4 heures. Je n'étais pas capable de retourner chez nous. Puis c'était vraiment des belles soirées. J'apprenais beaucoup en même temps sur ce que les gens avaient comme perception. Puis, une fois que ça s'est fait, maintenant, on est rendu à Montréal. On est à McGill. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tu as juste réintroduit le même concept de l'approche 180 ou ça a fait naître d'autres projets? Pierre, ça a été, monter les Monts-Valin, là, c'est une belle petite montagne. Mais là, Montréal, c'était monter l'Everest. OK. Fait que c'était recommencer à zéro. T'es qui, toi? Tu viens d'où? Tu n'as pas fait ta formation ici? T'es-tu en l'art fellow? C'est quoi ta carte de visite? Ça a été vraiment très difficile de se faire connaître. Puis c'était une époque où est-ce qu'on se rendait compte que ce genre de service-là n'avait plus sa raison d'être nécessairement dans les cliniques externes des hôpitaux, puis que c'était plus des programmes qu'on devait décentraliser. Oh boy, OK, je te vois venir avec ça. Je pense que tu as parfaitement compris. Tu sais, Alexandre, ça a été extrêmement pénible. Tu sais, je suis très fière de ce que j'ai réalisé pour les soins en obésité chez les jeunes, les familles au Québec. Puis souvent, les gens me disent, tu sais, c'est hot ce que tu as fait. Je dis oui, mais tu comprends pas que pour chaque point qu'on a gagné, j'ai eu 10 claques à la gueule. Tu sais.
Puis ça a été ça pour développer à Montréal. Ça a été extrêmement difficile. Tu arrives, il y a 3-4 fondations qui ramassent du cash, eux autres aussi, pour être capables de faire vivre leur institution. Puis c'est tout à fait... Mais là, ils te regardent, la petite qui arrive. Toi aussi, là, tu es rendu... tu compétitionnes nos levées de fonds. C'est sûr, parce qu'il y a la compétition dans un hôpital universitaire de calibre comme McGill. Fait que chaque individu, chaque personne qui fait une activité de fondation, récupérer de l'argent, ça... Oui, puis tu sais, nous autres, on avait été forts, là, on avait monté un OBNL qui était hors fondation hospitalière. Parce qu'au début, il n'y avait pas grand monde qui voulait nous aider. Fait qu'on avait fait ça avec Power Corporation, puis avec du monde qui voulait nous aider. Puis là, ben on était vu comme une menace parce qu'on avait le bras long puis on était capable de rencontrer les grands donateurs en même temps. Fait que ça a été rough, mais on a persévéré. Puis je pense que la science, 15 ans plus tard, est au rendez-vous. Puis elle va rester dans les livres de médecine. Moi, j'en ai juste... Tu sais, c'est quoi l'état des lieux aujourd'hui le Québec en pédiatrie en général, sans s'attarder pendant une heure là-dessus, mais juste en termes de problème, la demande, est-ce que vous croulez sur les demandes de consultation? C'est quoi Il y a énormément de demandes de consultation. Il y a vraiment c'est des centaines de médecins de famille que j'ai rencontrés, moi, puis d'autres collègues aussi, à travers les années avec la FMOQ. On est allé sur le terrain dans leurs associations régionales. On a fait des mentorats. Je dirais que là, les gens sont pas mal plus alertes, puis ils vont référer rapidement parce qu'ils n'ont pas de soutien au niveau financier. Ça ne fait pas partie de leur rémunération de prendre en charge des patients qui vivent avec l'obésité. Donc, ils les réfèrent rapidement. Puis, l'État, je te dirais que ça reste sous-financé. On ne nous permet pas de nous organiser alors qu'on a des gens extrêmement bien formés maintenant. On a aussi l'interdisciplinarité qui est devenue acquise. Hein? Les gens ont envie de travailler entre les professions médicales, même avec nos pharmaciens communautaires. Il y a vraiment des belles collaborations qui s'installent, mais on est tellement sous-financé que ça prend beaucoup de notre temps juste pour être capable d'opérer nos services. Fait que ça l'enlève aussi de l'accessibilité parce qu'on est toujours en train de quêter puis d'aller chercher du financement, là. Puis, est-ce que tu crois que, vu que notre bon ministère puis notre ministre de la Santé a décrété que l'obésité, c'est pas une maladie chronique, ça change la game par rapport au financement? Il n'a pas dit que c'était pas une maladie chronique. Il n'a pas accepté de dire que c'était une maladie chronique. Je dirais que la frustration était très, très vive de l'entendre dire ça. Un homme que j'ai rencontré à quelques reprises, un homme qu'on pensait avoir éduqué à la maladie, qu'on pensait qu'il avait compris. Clairement, il est sous influence. C'est clairement un ministre qui, pour sa signature politique, a fait des sacrifices. L'obésité en est un parce que son ministère lui a dit tu vas faire faillite si tu rouvres la porte. Même les cabinets ne se sont jamais cachés que c'était ça qui était derrière tout ça. Fait que, je dirais que c'est un constat qui est assez frustrant parce que je pense que c'est un homme intelligent. Je pense que... Mais il devait passer d'autres choses qui étaient Santé Québec, puis ce qu'on est en train de vivre présentement, puis ça ne laissait pas de place pour d'autres choses. Puis c'est pas avec la prévention. Hein. La prévention, je veux dire, je fais ça depuis tellement longtemps, puis je veux dire, j'y crois, mais j'y crois dans 2 générations. Ouais. Donc, ça fait 30 ans que la santé publique est un gros échec au Québec. Hein? Nos stats, ça continue de monter. Ils ont manqué le bateau. On parle des statistiques d'obésité infantile. Exactement. Et adultes, là, parce que ça continue de monter. Mais tu sais, quand je te dis que moi, mes enfants de 10 ans, 11 ans, on trouve des diabètes de type 2 presque à
tous les mois maintenant. On a 55 de nos patients qui ont de la stéatose hépatique. Je m'excuse, les gars, mais vous allez travailler longtemps, puis la retraite, oubliez ça. Non, mais moi, c'est ça qui me tue, parce que les gens me demandent, moi, penses-tu que les médicaments vont te rayer de la carte? Vraiment, je ne suis pas super inquiet, là. Mais, pas du tout, ça fait partie mais de moi, ça me fait l'arsenal. capoter. Sérieux, je sais que c'est complexe en pédiatrie parce que c'est vrai que c'est l'interdisciplinarité, puis c'est pas le gros roulement, puis il faut prendre son temps, puis mais j'ai envie de sacrer, mais c'est la population de demain, là. Quand j'étais à la journée qu'Étienne organisait à McGill, là, puis que tout le monde disait « Ouais, mais là, on devrait-tu vraiment considérer la chirurgie? C'est parce que vous les opérez pas maintenant, vous le traiterez pas, votre diabète, c'est nous autres qui vont l'opérer, puis ça marchera pas dans 10 ans. » C'est tellement complexe qu'il y a des patients qui sont sévères, même à la pédiatrie. Moi, j'ai vu des jeunes de 15-16 ans avec des indices de masse corporelle qui, vous allez me dire, pas la meilleure mesure. On est d'accord. On s'en fout, hein? On s'en sert encore. Mais tout ça pour vous dire que, tu sais, quand tu es un IMC de 70 à 15 ans, tu es diabétique, tu as un problème d'hypertension, je veux dire, la société d'obésité, The Obesity Society, qui est comme nos pairs scientifiques, ben sont très clairs. On ne peut pas mentir aux gens, on ne peut pas mentir aux patients, on ne peut pas y dire que juste en allant faire du sport, il va retrouver un indice de masse corporelle ou un tour de taille normal. C'est mentir. Et ces gens doivent avoir accès, je ne voudrais même pas uniquement de la médication rendue là. Ils doivent avoir d'abord accès à la chirurgie et peut-être même qu'ils vont rester avec de la médication pour le restant de leur vie. Donc, je vais vouloir qu'on fasse du rétropédalage. Oui. On va garder la chirurgie pour parce que si on embarquait dans la chirurgie pédiatrique, là, ce serait un autre chapitre. On gardera ça. On se gardera ça. Mais t'es pas contre la chirurgie, au contraire. Ça, c'est important de le dire. C'est pas tous les jours qu'on a Julie Saint-Pierre au podcast. Exactement. Mais c'est pas là qu'on va aller. On va aller ailleurs pour la chirurgie, mais on va justement profiter de Julie qui a accepté d'être avec nous ce soir. Mais je veux un peu rétropédaler par rapport à comment que le patient qui est un adolescent, pas un adolescent, mais qui peut être un jeune, rentre dans ton système, qui le réfère? Comment il rentre dans le processus? Il y en a que c'est sur une base volontaire. Il y en a que c'est les parents qui sont très gênés, d'ailleurs, d'en parler au médecin de famille, qui vont demander une requête. Il y en a que c'est le médecin de famille qui va dire, ben voilà. Mais sans dire c'est quoi là. Okay. Donc, pour Montréal, je vous dirais que dans les 10 dernières années, ça a été environ une centaine de référents qui viennent de la première ligne, des pédiatres en milieu hospitalier, aussi en communautaire. Parfois, ça peut être même un médecin dans une spécialité, une surspécialité qui va dire, tu sais, s'il rentrait avec un pseudo-tumeur cérébri parce qu'il avait mal à la tête, bien là, il va arriver de la neurologie. Donc, ça vient un peu de partout. Mais le fait d'avoir créé justement l'approche 360, est-ce que ça a permis 180. De faire 180, excuse, 360, 180, c'est ça? Est-ce que ça l'a généré, entre guillemets, des satellites à côté, d'autres portes d'entrée, ou c'est toujours concentré sur l'approche 180? Après plusieurs milliers de formations de médecins de famille à travers le Québec, je te dirais qu'il y a des pôles, il y a des gens qui se sont organisés. Les derniers, c'est en Beauce. Ils ont parti leur propre petite approche 180. On a Saint-Hyacinthe. C'est des petits satellites. On a, tu sais, puis c'est pas une bannière, tu sais, il n'y a pas d'argent qui est en arrière de ça. C'est juste. C'est pas un trademark, là. Non, c'est un ISO 9001 ou 9002, appelle ça comme tu veux, mais c'est une attestation que les gens sont bien formés, qui sont un milieu non grossophobe et qui vont être capables d'accueillir les gens et de les accompagner. Au moment où est-ce qu'ils sentent qu'ils ont atteint leurs limites, ben ils peuvent toujours référer à des gens comme moi à travers le Québec. À Saguenay, ça opère encore. On a une équipe à Lévis, à Québec maintenant. On a une équipe à Saint-Hyacinthe. Puis on espère que les gens vont se certifier un peu comme ça. C'est ce qu'on veut, c'est comme une marque de certification qu'on est qualifié pour offrir des bons soins. Reconnaissance de compétences. Ouais, puis, voilà. Si je reprends, tantôt, tu disais, je te demandais comment les patients, c'est des enfants, des jeunes à rentrer dans le système. C'est quoi la barrière? C'est-tu la résistance aux parents qui ne veulent pas l'envoyer là, ou c'est l'enfant lui-même qui ne se sent pas concerné, ou y a-t-il un facteur qui...
J'ai pas senti ça Non? à travers les années. J'ai surtout senti beaucoup de gens qui arrivaient dans notre bureau, puis les épaules, là, on leur enlevait comme un poids incroyable. J'ai vu beaucoup de jeunes et de parents pleurer à travers les années, mais pas parce qu'on abordait un sujet délicat, parce qu'enfin des gens étaient là pour les écouter puis les Je accompagner. comprends. La recherche d'aide, elle se fait de façon... tu sais, t'es regardé un peu de travers hein, quand tu cherches de l'aide pour l'obésité. Donc, beaucoup de ces jeunes-là, puis la science est en train de nous dire que on a voulu être bienveillant puis pas leur parler de leur obésité, puis on a fait une grave erreur Grave parce erreur, qu'ils puis tombent dans le trouble alimentaire, Ouais. puis ils trouvent des mauvaises sources pour les accompagner. Mhm. Donc, il y a ce poids-là qui tombe dans le bureau, puis j'ai rarement vu des jeunes ne pas être contents du service ou les parents. Puis on en voit de tous les âges. Nous, on commence là, à partir de 4 mois Yes. Ouais, maintenant en suralimentation. quand même. Parce qu'il y a des bébés qui sont suralimentés. Oui, puis... avec les Mais formules, ça, c'est quand même relatif. c'est du comportement parental, ça, qu'il faut Oui, modifier. Parce ben, que c'est de ça. l'éducation C'est l'éducation motivationnelle, motivationnelle, encore une fois, parce que, tu sais, retenez une chose, c'est que l'indice de masse corporelle à Ouais. 2 ans, c'est extrêmement bien corrélé Ouais. à un syndrome métabolique complet Plus et tard. une obésité sévère à l'âge de 21 ans. Ouais, c'est fou. 85 des IMC augmentés à 2 ans. Alors, le gras de bébé, là, qu'on Ouais. disait, inquiétez-vous pas, Il ça va va disparaître. fondre, ou à la puberté, Non, non, non. c'est une grave erreur. Écoute, moi, je connais pas le bas âge, mais Mm. quand je fais des conférences, j'ai toujours une slide, ça dépend quel type de conférence, mais que j'avais tombé sur une étude, adolescente, filles, Mhm. 14-15 ans, s'ils sont en surpoids, 56 tombent en obésité. Mm. Fait que là, quand j'entends ça chez les bébés, là, je fais comme wow. Oui. Bien, c'est des données très probantes qui ont été vraiment bien reçues. Maintenant, c'est pour ça que l'OMS est très, très, très focusé maintenant sur les 1000 premiers jours. La femme enceinte dit que, bon, c'est important là, de vraiment aider au bon développement des signaux de satiété, de faim, d'appétit quand les bébés sont jeunes. C'est sûr qu'il y en a chez qui ça va avoir un impact selon la génétique que l'enfant a. Ça va avoir un impact plus grand qu'un autre. Donc, l'OMS est très focus là-dessus. Puis moi, tu sais, beaucoup dans les 3-4 dernières années, j'ai appris à travailler avec cet organisme-là passionnant, puis de voir comment, avec l'UNICEF, tu sais, on vient de dépasser la malnutrition. Il y a plus d'obésité en malnutrition chez les enfants que des petits-enfants avec le ventre dans le gros, monde, tout là. maigre, Dans le monde, tu sais, c'est ça. souffrant de famine. Aïe, Ouais, ça, c'est ouais. assez une Ouais, image. c'était quoi? C'était publié en fin La de semaine dernière. La semaine dernière, Fait c'est ça, que- j'ai vu ça. Donc, il y a plus de malnutrition, obésité Ouais. que de Ouais. famine dans le monde maintenant. OK, Fait on que là, il y a ça, comme OK. tout en obésité, il y a comme tout un espèce de grand chapitre mondial qui est en train de s'organiser, qui est hyper intéressant, puis qu'on a eu la chance de découvrir, Jean-Marie Lapointe, le comédien, et moi, parce qu'on a co-animé un documentaire de 2 heures qui a gagné des prix OK. partout dans le monde, où est-ce qu'on parle de grossophobie, mais on parle aussi surtout de solutions. Il y a plein de solutions à l'échelle Ça s'en vient, ça. Ça va être- mondiale. c'est- Fait que ça s'en vient cet automne à Explora. Nice. Puis c'est quand même tous les gens qui l'ont vu, ça a changé leur perception de la maladie Mhm. Alors, c'est de extraordinaire. façon de faire très ça. importante. OK, là, je t'amène ailleurs. Oui. Bon, pas trop loin, là. En 2025, donc, ce qui est cette année, il y a un magazine qui dit que tu étais parmi les 5 médecins les plus influents au Canada. Alors, c'est quoi les autres, à part ce que tu as fait par rapport, qui est extraordinaire, l'approche 180, il y a sûrement d'autres travaux, d'autres recherches qui ont fait que les gens considèrent que tu es une personne d'influence. Bien, c'est beaucoup, je dirais, du travail qui est plus ou moins connu, là, qui vient beaucoup du côté chercheur
PhD où est-ce que j'ai publié beaucoup sur le sujet. Ça m'a amené à connaître des gens à travers le monde. Puis la communauté en obésité est quand même pas si grande que ça chez les scientifiques qui s'intéressent aussi à la prise en charge des patients. Donc, ça m'a amené à travailler avec l'Organisation mondiale de la santé. Ça m'a amené à faire des missions pour comprendre avec un grand médecin ici qui est bien connu, là, qui est Dr Brunet, Fabrice Brunet. On est allé faire des missions au Danemark, voir les systèmes de santé, comment ils incorporaient ça dans leur façon de faire. Donc, ça l'a vraiment éveillé chez moi, je vous dirais, cette volonté-là aussi de collaborer à l'international pour aller soutenir plus de patients. Fait que j'étais très impliquée aussi avec les associations de patients en France, en Europe en général, ici au Canada puis aux États-Unis. Ça aussi, ça le fait que, veux pas, tu rencontres des gens qui, après ça, ont du pouvoir sur les systèmes publics. Fait que dans le fond, si je comprends bien, tu es contente de ce que tu as fait, l'approche que vous avez développée au Québec, puis ce que tu fais à tous les jours, mais finalement, il y a comme une deuxième étape à ta carrière qui est en train de peut-être s'accréer ou qui est arrivée peut-être organiquement, là, parce que finalement, tu as plus d'influence peut-être en faisant ce que tu as fait comme ça, puis tu es peut-être un peu limité. Je sais pas si c'est un bon moment ou pas pour parler de ça, mais tu es limité dans ce que tu peux faire au Québec, puis là, tu regardes ce qui se fait ailleurs, puis tu te dis, je vais peut-être être capable, tu sais, c'est un peu ça, là. Tu sais, moi, quand j'ai décidé d'aller dans ce domaine-là, c'était pour aider mes patients. Mm-hmm. Là, ça fait avec la recherche, puis, tu sais, ma formation, plus les 15 ans d'approche 180, ça fait 25 ans, tu sais, que je fais ça, puis que j'ouvre des portes, puis que je m'en refais fermer. Au Québec, on parle. Au Québec, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis là, on a comme atteint l'année passée vraiment un cul-de-sac. Mm-hmm. Un cul-de-sac au niveau de l'écoute. Quand tu dis on, c'est la clinique? Non, je dirais l'ensemble des partenaires qui œuvrent au Québec en obésité. On a vraiment eu... On a frappé un mur. On a frappé un mur avec le gouvernement actuel. On a frappé un mur avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. On a frappé un mur avec Santé Québec. Donc... Les portes sont toutes fermées. Les portes sont fermées, puis là, je me disais, comment on va les ouvrir? On a tout essayé. On a essayé d'expliquer gentiment. On a expliqué dans les médias en étant un petit peu plus incisif. Mais, tu sais, force est de constater que ça ne marche pas. Mais comment t'expliques ça? Vous avez plus d'expérience que moi. Là. Moi, ça fait moins de temps, ça fait 10 ans que je suis dans le réseau, peut-être plus activement, mais... Je vais y laisser répondre, mais tu sais, nous autres, on est dans un monde un peu différent, dans le sens qu'on est des chirurgiens. Puis, je vais dire ça comme ça, oui, on a des rôles, tu sais, on a des rôles administratifs, puis on s'implique dans la session canadienne, puis moi, j'ai fait 3 ans, justement, à la Fédération mondiale de chirurgie bariatrique. Mais notre rôle principal, il est quotidien tous les jours avec un patient, je le rentre dans la salle d'opération, je l'opère. Fait que c'est vraiment un rôle de one-on-one. T'sais. Oui, tu peux capoter une clinique, tu peux aider les gens, mais ton rôle comme le mien, même si tu es plus jeune que moi, on te fait le même travail que moi. Alex, tu te lèves le matin, tu as un horaire. Toi aussi, tu arrives, tu as des patients opérés, on les opère un à un. Comprends? Alors, on est moins impliqué dans l'impact. Puis pour avoir fait tu es rendu maintenant sur l'exécutif de la session canadienne, tu le sais que on n'a pas de porte d'entrée avec le ministère. Tu n'as aucune porte d'entrée avec le gouvernement. On a un peu de support parce que, bon, on rayonne, parce qu'on fait des conférences un peu partout, mais tu n'es pas capable de défoncer une porte. Puis il y a plus grave que ça, je pense, Pierre. Il y a eu tout l'effet de la pandémie où est-ce que il y a tellement eu de gens qui se sont opposés à la science, qui ont fait pas juste du docteur bashing, mais de la science bashing. C'est evidence-based bashing. Donc, les gens n'écoutent plus les scientifiques. Moi, j'ai entendu des choses aberrantes là, du ministère, des gens qui n'ont aucune expertise nous dire « Nous sommes les experts ». Bien sûr, combien d'articles as-tu publié sur le sujet? Combien de patients as-tu traité? Et pour avoir vécu il y a 20 ans dans le réseau, au début de ma carrière, tu sais, où est-ce que les médecins étaient encore beaucoup impliqués dans les prises de décision, on les écoutait, on avait une belle relation, tout ça est mort.
tout ça est mort en disant, ben non, c'est juste un exercice comptable, puis si le bateau est en train de couler, c'est parce que, justement, on a trop écouté les docteurs, alors que c'est totalement faux. Et c'est justement, on n'a pas écouté la science de l'obésité, qui est 80% des maladies qui viennent cogner à la porte de nos urgences. Qui vont coûter une fortune. Mais moi, c'est ça qui me rend. C'est vraiment fou. On a une sommité mondiale au Québec, là, qui a développé. Oui, mais on arrive à ça éventuellement. Mais en pédiatrie, là, c'est quoi qui est plus important pour notre société au Québec que nos enfants? Il n'y a rien de mieux. Tu sais, je veux dire, pour moi, la façon que j'ai introduit l'alimentation pour mon garçon, c'est comme. C'est tellement une importante à ne pas manquer, ça va devenir aussi important qu'elle à l'école. Oui. Comment ça se fait que nos enfants n'apprennent pas à manger comme il faut à l'école, puis que, bon, OK, c'est sûr, on peut... Ben, tu sais, les enfants, ils votent pas, Alexandre, puis là, on le voit, on est en train de couper aussi dans le système scolaire québécois, on nivelle vers le bas. C'est pas bon pour une société, ça. Puis on n'a pas de... Pour avoir vu des sociétés où est-ce que peu importe le parti politique en place, tu as des grands projets de société qui sont intouchables. Tu sais, juste à Copenhague, l'architecture centrée sur la santé de l'humain. Ils ont gagné des prix incroyables, là. L'architecte, on l'a rencontré. Pense autant à la personne âgée qui se promène dans la rue. Elle a-tu des bancs? Ouais. Elle a-tu un réseau où elle va être capable de retrouver facilement, tu sais, est-ce que les saillies la protègent? Est-ce que... Hey, on pense pas ça quand on fait de l'urbanisme à Montréal. Tu sais, on essaye, mais tu sais, c'est pas dans la culture. Ouais. Là, c'est tous les partis qui sont obligés de se mettre ensemble et d'adhérer à ces grands projets-là de société, peu importe qui est élu. Donc, ça, là, ça commence dans ces sociétés-là. Il y a des modèles, il y a des études qui montrent que ça commence dès la maternelle, mais dès la garderie. L'enfant, il va aimer ça, aller jouer dehors, puis courir parce qu'il sait qu'il n'y aura pas peur des étrangers. Alors qu'ici, en Amérique du Nord, ben, on leur fait tellement peur. On n'est pas là. On n'est pas donc, comment tu veux avoir des enfants qui vont faire du vélo puis qui vont se sentir en sécurité dans nos villes, même si tu as les meilleures infrastructures, si tu n'as pas éduqué les jeunes à se sentir bien dans un environnement comme ça dès le jeune âge, à manger des bonnes choses dès le jeune âge, ben tu y arriveras pas. Je peux y aller? Vas-y. Tantôt, tu disais qu'il y a comme eu un point de rupture puis que les portes sont peut-être plus fermées actuellement. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu circonstanciel, post-pandémique, ministériel, gouvernemental. Mais parce que toi, dans le fond, on l'a dit vite tantôt, mais les gens n'ont peut-être pas compris que toute la clinique que tu as ouverte, tu l'as faite en dehors de l'hôpital. Donc, on s'entend que les milieux physiques sont financés par les médecins. C'est pas l'hôpital. Les gens ne comprennent pas ça. Tous les médecins de famille, tous les spécialistes qui sont à l'extérieur des hôpitaux, ils sont responsables de payer. Il n'y a pas juste l'inflation. Non. Ça coûte plus cher, les frais de bureau. Moi, je veux savoir c'est quoi qui s'est passé dans ton cas. Bien, dans mon cas, ça fait... à Montréal, ça fait une dizaine d'années que je redonne 35 de mon salaire de pédiatre juste à payer mes infrastructures de travail. Pour que les gens comprennent, là, tu factures à la RAMQ, tu es payé. 35 que ça s'en va en frais de bureau pour payer ton bureau. Là. Fait que laissez ça aller. Là, payer l'électricité, l'hypothèque, le système de gestion des patients. C'est payer du papier de toilette, des Kleenex. Donc, si tu n'as pas... Oui, j'ai des Kleenex. Pas comme moi. Je les paye avec mon hypothèque. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Fait que, tu sais, c'est tout ça. Moi, je veux dire, j'ai tellement donné à ça. J'ai pas de fonds de pension. J'ai toujours, comme vous autres, payé mes assurances, payé mes vacances, payé, tu sais, une infirmière quand je suis capable, si j'ai une petite subvention, un kiné ou... Mais, tu sais... Les subventions, tu restais-tu à en chercher un peu ou c'était toujours compliqué? C'est le chemin du combattant, le batteur? C'est le chemin du combattant. Puis c'est là où est-ce que la compétition est très féroce entre les institutions. Puis nous, on avait réussi à aller chercher une petite subvention du ministère de la Santé, là, 325 000 pour toute la région de Montréal, pour soutenir toute la première ligne de Montréal. Ça payait une infirmière, un peu de la secrétaire qui appelait les patients plus vulnérables. Ça payait un kinésiologue, puis ça payait... Fait que t'avais ça. Oui, j'avais ça, qui nous ont enlevé l'année passée.
en disant, ben Fait que ça, c'était 325 000 $ pour payer tout ce qui était les professionnels qui entourent la super spécialiste en médecine métabolique pédiatrique pour toute la grande région de Montréal. C'était 325 000 $. Oui, puis je ne suis pas toute seule. Là. Il y avait quand même nos fellows, plus les étudiants de McGill, les résidents, plus une autre fait que pédiatre. Ça, c'était l'implication du gouvernement. Oui. Ça a été coupé. Ça a été coupé, puis pour des raisons qui sont nébuleuses. D'une clinique qui a fait ses petits partout dans le monde, qui a été reconnue, qui a fait... Ben justement, on vient d'être accepté là, dans un grand journal de pédiatrie puis on prouve hors de tout doute que d'aider les plus vulnérables, là, surtout là, ceux là, qui arrivent avec des statuts plus difficiles, des gens qui ont des barrières de la langue, immigration, peu importe, insécurité alimentaire, mais quand tu leur donnes ces moyens-là, ils réussissent aussi bien que les riches à être en santé. Puis c'est pas des gens qui on a prescrit des médicaments, là. Donc, ça, c'est extrêmement choquant de voir que t'as beau être le meilleur, t'as beau prouver ce que tu fais. Publier. C'est quand même, c'est tes pairs scientifiques là, qui tu sais, t'as des revues très corsées, là. Tu dois faire tes preuves. Ça me fait capoter. Mais moi je suis surpris, honnêtement. Julie, je t'écoute depuis tantôt. Bon, comme on travaille dans les hôpitaux. De ce temps-ci, c'est la période des activités de fondation de l'hôpital. Puis, tu sais, vite de même, je regarde, mettons, la Fondation de Sainte-Justine, les argents qu'ils récupèrent en année versus, mettons, Sacré-Cœur. Nous, je suis dans le sud du nord de l'île, mais le plus gros hôpital, c'est Sacré-Cœur. Je veux dire, c'est quasiment j'ai pas de chiffre en tête, là, c'est du 8 pour 1, là, tiens. Parce que j'ai toujours pensé que l'aspect pédiatrique était toujours, entre guillemets, plus vendeur pour attirer... C'est vendeur si tu parles pas d'obésité. C'est là que je m'en allais, c'est exactement. Ouais. Ça, je trouve ça ahurissant. Fait que ça démontre encore que la grossophobie est dans notre société, incrustée partout, parce que... Même en PED. C'est ça que je veux dire. C'est là que je m'en vais, parce que je dis, avoir su qu'on allait... T'aurais pensé que les regardé les chiffres de la Fondation, mettons, chez nous. Non, mais on n'a même pas besoin de regarder les chiffres. Ils se font couper la subvention pour la super clinique multidisciplinaire de la région métropolitaine. Je veux dire, pour une crotte dans le système de santé de la grande région métropolitaine, voyons donc. Puis je veux dire, c'est un budget qui est inférieur au salaire des sous-ministres en place, là. Fait que tu peux te questionner. Puis c'est... dès que tu leur reproches ça, ben ça finit en guéguerre, là. Où est-ce qu'on va aller? C'est quoi ta réaction par rapport à... C'est quoi Ben, comment tu peux t'élever au-dessus de ça comme scientifique, comme clinicien? Comment tu peux trouver des solutions d'aider plus de monde? Puis moi, ça a été mon cheminement qui m'amène à quitter d'ici 2 semaines pour travailler à l'étranger, travailler dans une perspective globale, internationale. Mondiale. Oui, où est-ce que je vais avoir un pouvoir, des moyens financiers extrêmement importants d'agir auprès d'organismes comme la FDA, comme l'EMA, qui est l'équivalent européen, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Je vais être capable d'avoir de l'influence pour définir c'est quoi les meilleurs standards de base pour des cliniques qui soutiennent l'obésité. Je vais travailler avec les associations de personnes, je vais travailler avec les organismes officiels comme l'OMS, comme les Nations unies, comme l'UNICEF. On va vraiment arriver avec des clés en main, dire voici ce que la science nous dit, qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre pays respectif ou dans votre continent, puis comment on peut vous accompagner là-dedans. Fait que je m'en vais pas, je vais travailler pour une grande multinationale, une pharmaceutique, mais j'ai un rôle de gardienne scientifique, vraiment de diplomate scientifique international au sein de cette compagnie-là pour asseoir des standards de pratique plus uniformes, homogènes à travers le monde. Donc, ça veut dire que tu as plus d'écoute avec l'OMS que chez nous? Vraiment. L'OMS, juste pour si les gens écoutent l'Organisation mondiale de la santé, là, c'est juste ça qu'on parle. Oui, mais tu sais, avec comme on dit. Non, mais c'est parce qu'on l'utilise, là, je fais juste le dire au cas que quelqu'un ne saurait pas. Non, mais il y a les gens, il y a eu quand même beaucoup de bashing dans le temps de la COVID avec ça. Oui, je pense qu'ils les connaissent un peu plus, mais c'est quand même
un organisme qui va vraiment avoir une influence sur les tendances mondiales. Ce qu'on a fait un petit peu, qui n'a pas été su par les gens, c'est qu'on a un dossier qu'on a travaillé, quelques scientifiques à travers le monde. Dans la dernière année, c'était de conseiller vraiment le docteur Tedros sur est-ce qu'on doit inclure les médicaments anti-obésité dans la liste des médicaments obligatoires mondiaux. Et oui, finalement, ça a été annoncé il y a 2 semaines. De quelle façon, puis bon, là, on peut parler qu'il y a des copies là, qui s'en viennent, puis tout ça, puis qu'est-ce qui va être remboursé, qu'est-ce qui ne le sera pas, mais c'est une grande victoire. Le concept est accepté. Le concept est accepté, donc des réponses stupides comme celles qu'on a eues au Québec, c'est mieux pour notre santé mentale à l'INES de ne pas parler d'obésité au ministre. Bien, je pense que là, ça va devenir un petit peu... Non, ben, de toute façon, je veux dire, le Québec peut bien user d'obscurantisme, la planète bouge dans ce sens-là. Là. Fait que fait que moi, je me sens vraiment choyée. Puis j'ai comme un élan, une passion là, qui est en train de s'éteindre, de se faire écraser publiquement par des gens qui se croyaient au-dessus de ça. Puis là j'ai la passion, le feu qui me revient vraiment avec toute cette équipe-là qui va nous permettre vraiment d'asseoir des bonnes bases de traitement. Écoute, moi, je trouve ça scandaleux. Okay? Mais comme tu le dis très clairement, c'est que tu es quelqu'un qui est passionné. Et là, tu as l'opportunité d'avoir un groupe qui t'amène et qui vont te permettre de soutenir ta passion. Puis tu vas retrouver de l'écoute dans toutes les grandes organisations. C'est quelque chose que tu peux faire à mon âge. Moi, j'ai passé le cap de la cinquantaine. Donc, mes enfants sont grands. Puis là, tu te dis, hey, il me reste peut-être juste 10, 15 ans à travailler. Qu'est-ce que je peux faire pour mes patients? Tu sais, où c'est que je peux aller pour être capable de les ouvrir des portes? Puis là, ben le timing était maintenant ou jamais, finalement, où je finis à chialer sur le projet de loi puis tout ce qui s'en vient. J'en ai vu des batailles en 25 ans. Là, j'en ai tellement vu que ça me tente pas de vivre celle-là. Ça me tente vraiment de continuer à faire ce que j'ai étudié pour. Tu sais, j'ai fait 2 doctorats. Puis c'est ça ma passion. Fait que je veux passer les 10-15 prochaines années de ma vie avant ma retraite à faire ce que j'aime. Écoute, moi, j'entends ça, je suis très heureux pour toi, mais je suis très déçu pour notre société. C'est encourageant, mais c'est décourageant en même temps, parce qu'en même temps, tu parles de ce que tu vas faire, puis de l'ouverture d'esprit, puis quand tu abordes les problématiques d'obésité d'un point de vue global, un peu plus mondial, c'est encourageant, parce qu'on voit les choses bouger, évoluer. Encore une fois, les nouveaux critères d'obésité. Les Américains, là, je vais travailler de New York pour ne pas le dire, mais on est en train de faire les premières balises. Là, ça va être intégré dans le système Medicare, Medicaid, là, le traitement de l'obésité quand même, avant le Canada. Fait que je vais aller chercher de l'information là aussi dans mes interactions. Ça va me permettre de fider les gens au Québec. Moi, là, c'est pas un abandon du tout. Il y a des gens qui ont dit « Tu nous abandonnes, tu y crois plus. » C'est pas vrai. Je vais chercher du pouvoir ailleurs pour vous le remettre puis que vous soyez capable de vous battre. On a tout essayé. On a eu des lobbies. On s'est assis avec tout le monde partout. Ça marche pas. Fait qu'il faut penser à d'autres stratégies. Non, mais là, ça craque de partout. Puis regarde, si tu vas explorer d'autres horizons, moi, je trouve ça encourageant. C'est juste, je me demande, qu'est-ce que tu souhaites pour les santé, mettons, on sépare, mettons, genre en pédiatrie, qu'est-ce que tu souhaites comme développement, ouverture au Québec en santé métabolique, en pédiatrie? Je souhaite que la première ligne soit soutenue. En fait, je souhaite aussi que le peuple, les Québécois se rendent compte que c'est une vraie maladie, qu'on laisse tomber la grossophobie sociétale là, qui est vraiment très intense, puis qu'on regarde vraiment, tu sais, l'avenir de nos enfants. Il y a un côté... J'aimerais ça, plus d'empathie de la part de la société, que les gens se réveillent puis qu'ils disent
Bien, c'est parce que demain matin, les coûts de ne rien faire. Oh my God, c'est ça, là. C'est ça qui est fou. Hein? Puis on met rien en prévention, là. Tu sais, je veux dire, on en met, on est des champions canadiens. Bien, ils vont mettre 15 en chirurgie. millions, là, mais 15 millions, on avait demandé, on avait fait des études pour dire combien ça prendrait en prévention à court terme pour nous aider à comme... Juste quitter le bateau un peu. Là. Et c'était 1 milliard, là, il est arrivé avec des pinottes avec 15 millions. Qu'est-ce que tu veux faire avec 15 millions, tu sais? Fait que... C'est... Ben là, je veux dire, 15 millions, ils sont en train de gratter le tiroir. Là. Ils t'enlèvent 325 000 $ pour le budget multidisciplinaire de la clinique d'obésité pédiatrique de la grande région de Montréal. Puis, tu sais, alors qu'on sait que les sociétés savantes nous disent que ça prend de la médecine personnalisée, prendre son temps, l'équipe multidisciplinaire, que ça doit pas être dans les hôpitaux. Bon, c'est ça. Fait que, tu sais... ce que je souhaite, c'est qu'il y ait vraiment une volonté du peuple, que les gens se réveillent et que les gens votent pour un parti aux prochaines élections qui va dire, moi, je vais prendre en charge la santé des Québécois, l'avenir du Québec. Parce que parti comme on est là, hein, c'est 4 milliards d'humains sur Terre. Hein, c'est la nouvelle campagne de sensibilisation mondiale qu'on fait en obésité. 4 milliards d'humains en 2035 vont être atteints de la maladie. C'est la moitié de la planète. Ça va être 750 000 enfants à travers le monde. Ouais. Donc, les coûts de l'inaction avec un budget de 3 trilliards, comment voulez-vous qu'on ait des forces de travail demain? Comment vous voulez que ces gens-là aient des qualités de vie acceptables? Comment vous voulez qu'ils rapportent à la société? Ils sont même plus capables d'engager des armées de terre parce que les gens sont plus en santé. Ouais, non, donc, je souhaite un éveil collectif et durable. Puis tu l'as dit en plus, là, ça va prendre 2 générations potentiellement pour faire le switch. Fait que, il faut investir partout. Oui, mais si on n'investit pas en pédiatrie, en prévention de la santé métabolique, où c'est qu'on investit? Bien, on va dans des bonhommes bleus, dans des bonhommes bleus qui ont prouvé un échec monumental. Tu sais, la santé publique, c'est un échec des 30 dernières années dans ce domaine-là. Puis là, ben, on leur refait confiance plutôt que d'écouter les experts sur le terrain. Bon, sur ce beau mot de la fin, je pense qu'on a fait le tour pas mal. Honnêtement, j'étais très, je vais dire le mot, excité de t'avoir ce soir. C'est sûr que le constat, on peut dire, qui est difficile. Hein? Le constat, il est violent même. Hein? J'ai rarement vu Alex dans un état là, moi, ça me fâche parce que je trouve ça difficile. Moi aussi, je ne fait pas si longtemps, puis j'ai l'impression de me battre tout le temps. Je peux même pas utiliser mon temps opératoire pour opérer autant de chirurgie bariatrique alors qu'on est à la seule place en Montérégie pour plus qu'un million de personnes. Puis, je veux dire, je passe une hernie inguinale en 2 mois et demi, mais ça prend 2 ans à me voir pour une sleeve, tu sais. C'est ça. Ça me fait capoter. C'est ça. Écoute, je pense que Monet, on va se faire un podcast sur comment on est capable de changer. Moi, j'aimerais ça un jour, si on trouve un moment, tu nous expliques un peu qu'est-ce que tu es en train de faire, comment ça a été la transition, c'est quoi le point de vue externe. Peut-être, mais dans nos futures saisons. Non, mais je veux dire, on demande pour la saison 3. Là, oui, non, mais peut-être aussi, en fait, on ne la fera pas venir mais on pourrait peut-être faire des séquences aussi par... en même temps, c'est proche, hein, puis ma famille est encore ici, fait qu'on va se trouver. Moi, je voudrais savoir un peu quelqu'un qui part avec une expertise comme ça du Québec, qui a tellement développé, puis redonné au Québec, puis qui s'en va essayer d'avoir un impact plus réel. Done deal. Rendez-vous plus tard. Ça va me faire plaisir de revenir. Saison 3 ou saison 4. J'espère. Je vous souhaite encore beaucoup de saisons, puis surtout de continuer à travailler fort pour nos patients parce que ce que vous faites, c'est ce qui permet que les gens aient cet éveil-là collectif. C'est sûr qu'on lâchera pas. Au nom de tout le monde, de ce que tu as fait aussi en pédiatrie au Québec, je veux dire, il n'y a pas de « je quitte le bateau », c'est chapeau pour ce que tu as fait, puis bonne chance pour les nouvelles affaires. Je vous remercie beaucoup. Ça me touche venant de docteurs qui ont fait leur bout de chemin et qui ont de grandes réalisations, eux autres aussi. Là. Cool. Merci beaucoup, Julie. Fait que, j'espère qu'on se reverra dans un avenir bientôt. Puis Alex, à la prochaine. À la prochaine. Salut. Merci tout le monde. Ce balado est disponible sur toutes les plateformes audio et suivez-nous sur notre chaîne YouTube et Facebook.